Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Jean-Paul Briguelli. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes ancien élève de Normal Sup, agrégé de lettres. Vous avez enseigné au collège, au lycée, en classe préparatoire ainsi qu'à Paris 3. Vous êtes l'auteur de La Fabrique du Crétin. Vous nous présentez aujourd'hui le tome 2, La Fabrique du Crétin vers l'apocalypse scolaire que l'on pourra retrouvé sur la boutique officielle de TV Liberté, publié chez l'Archipel. Jean-Paul Briguelli, vous dites « Oui, l'école de la transmission des savoirs, l'école de la formation des citoyens est morte. Où en est l'école française dans les classements internationaux ?» Nous sommes avant-dernier, il y a le Chili derrière. Voilà. Sur les classements de l'OCDE qui prennent en compte toutes les nations, on va dire à peu près civilisées, il n'y a que le Chili qui arrive derrière nous. Je dois dire que, par exemple, au niveau des rémunérations des professeurs, il n'y a que la Bulgarie qui arrive derrière nous. Vous voyez, dans tous les cas, nous trustons la pénultième place. Voilà. Le classement PISA, pareil. Le classement PISA, c'est pareil. Le problème avec PISA, c'est que nous avons reculé. Depuis que PISA existe, c'est-à-dire une petite vingtaine d'années, nous avons nettement reculé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la preuve que l'école dysfonctionne, c'est la preuve qu'elle accomplit ce pourquoi elle a été pensée ces 40 dernières années. Alors justement, comment a commencé ce que vous appelez l'apocalypse scolaire? Vous parlez à cet égard de crimes prémédités. Oui, alors ça commence en fait dans les années 60, on ne croirait pas, hein, on se dit De Gaulle, la grandeur de la France, etc. Mais De Gaulle s'occupait du régalien, il pensait que l'école c'était la même que lorsqu'il était gamin. Non, à l'époque vous avez des ministres, aucune importance, hein, Christian Fouché, tout le monde ignore qui c'était, etc. Et d'ailleurs en général le ministre n'a aucune importance, ce qui compte c'est ce qu'on appelle la DGESCO. La DGESCO, c'est la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. C'est là qu'est le centre du pouvoir scolaire. Et le directeur de la DGESCO, on est en 63, hein, lance une grande enquête, on appelle ça la commission Rouchette, pour savoir quel français on allait désormais enseigner en classe. Alors la question semble bizarre parce que on avait toujours enseigné finalement ce qu'on appelle la langue de Molière ou de Racine ou de Corneille ou de La Fontaine. On était passé justement par les classiques, Victor Hugo, et ça satisfaisait tout le monde. Qu'on pose la question, c'était signifier qu'il fallait en finir avec les grands noms. Il fallait en finir avec, on va dire, l'histoire nationale, la linguistique nationale. Et la commission, après 5 ou 6 ans d'enquête sévère, a déterminé qu'on allait désormais apprendre la langue de la rue. C'est ce qui a permis, il y a 6 mois, à un député En Marche, qui j'espère ne sera jamais réélu, d'affirmer que le français contemporain, son modèle absolu, c'était Aya Nakamura. Voilà. La chanteuse de R&B voilà. Française, dont on ne comprend globalement aucune parole, mais voilà, c'est une langue vivante, a dit cet imbécile. Quand on en est là, et on en est là au terme d'un processus. En fait, c'est le clan européen qui avait déjà dans l'entourage de De Gaulle, Giscard essentiellement, qui s'inspirait de Jean Monnet, que De Gaulle détestait, qui se sont dit, mais il faut... Pour faire une Europe unie, une Europe dans laquelle il n'y aura plus de guerre, on voit aujourd'hui ce qu'il en est, hein, l'Europe dans laquelle il n'y a plus de guerre. On l'a su déjà dès la Serbie, il y a 25 ans. Il faut absolument que toute nationalité... C'est l'idéologie mondialiste. Oui, prenez un billet de banque... quelconque. Prenez un billet de banque quelconque. Voilà, je prends un billet de banque quelconque. Le billet de 20. Voici un billet de 20 €. J'en ai pas tant que ça. Oui, alors c'est totalement... Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a des architectures. Mais c'est des choses qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Il y a des architectures, il y a des... Pour ne pas discriminer telle ou telle nation. Dans le temps, on avait des billets de banque où il y avait Napoléon, Pascal, etc. Et d'ailleurs, les Allemands avaient Goethe, Schiller, etc. C'est fini. L'euro... C'est la fin, en quelque sorte, des cultures nationales. C'est ça qu'il fallait mettre en place. Vous dites que ça a commencé dans les années 60, mais vous dites que ça venait en particulier, avant cela, dès les années 50 des États-Unis. Alors, pédagogiquement, les idéologues européens ne connaissaient rien à la pédagogie, rien.
Ils sont donc allés chercher des pédagogues qui leur ont fourni les outils. Le directeur de la DGESCO en 1960 s'appelait René Haby. Il s'est retrouvé ministre de l'Éducation en 1974. C'est lui qui a réussi ce très beau coup qu'on appelle le collège unique, et qui s'est mis en place au même moment où Giscard décrétait le rapprochement familial. Voilà. Donc des giscardiens plutôt de droite, alliés à des pédagogistes de gauche. C'est un peu la carpe de lapin, là. Non, voilà le résultat. Les pédagogistes se sont dit, c'est une occasion inespérée pour nous, qui sommes assez médiocres quand même en moyenne, d'arriver vraiment au pouvoir. Ils sont partis faire des postes dans l'inspection, etc. Et puis on ne sait jamais, sur le long terme, peut-être qu'il peut se passer des choses. Sur le long terme, ce qui s'est passé, c'est que l'école a été délibérément détruite. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça a culminé 2 fois. Ça a culminé en 89 avec la loi Jospin sur l'école. C'est là que vous en sortez. Exactement. C'est là que vous avez appris à former tout seul vos propres savoirs. Voilà. Si vous étiez resté là, je ne vous dis pas où vous seriez actuellement. Et puis, ça finit par se concrétiser au niveau légal en 2000 avec ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, qui a déterminé la chose suivante. Nous avons besoin de 10% de cadres et 90% de consommateurs. Consommateurs, vous avez remarqué, c'est un mot qui commence mal. Eh bien, c'est 90% de consommateurs. Comme dépenser, il faut faire l'inverse de penser. Et ces 90% de consommateurs, ce sont ceux qui pédaleront pour Uber, en quelque sorte, et qui consommeront du foot vautrés sur leur canapé en triturant leur télécommande. Voilà, ça c'est un objectif national. Mais ça, on va vous dire, vous êtes un complotiste, non, je ne suis pas du tout un complotiste. Vous voulez dire que l'éducation nationale voudrait faire des Français des idiots? Non, pas l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est un outil. C'est le système tel qu'il s'est mis en place dans les années 70, c'est-à-dire ce qu'on appelle actuellement le néolibéralisme. Des giscardiens de droite et des pédagogistes de gauche. Giscardiens de droite, c'est quand même un pléonasme. Des pédagogues qui se croyaient de gauche et qui mènent actuellement une politique de discrimination. Alors je le dis très fort, ce sont des gens de gauche qui sont les plus discriminants vis-à-vis des catégories les plus paupérisées. Voilà. Évidemment, leurs propres enfants, ils les mettent dans les bonnes écoles. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, y compris dans le privé. Mais pour le reste, les pédagogies qu'ils ont mises en place sont des pédagogies de l'échec et des pédagogies du ghetto. C'est-à-dire qu'on a fait des ghettos scolaires à l'intérieur des ghettos architecturaux. Mais entre les deux, l'éducation nationale, entre les pédagogistes et les giscardiens, l'éducation nationale, pourquoi a-t-elle laissé aller ? Mais c'était l'ensemble du système qu'il voulait. Comprenez bien, si l'école dysfonctionnait vraiment, il est évident que si elle était un clou dans la chaussure du libéralisme, il est évident que le libéralisme l'aurait modifié. Personne ne garde un élément sclérosant. Au contraire, c'est exactement ce que le libéralisme voulait, c'est-à-dire la fabrique, en quelque sorte, de consommateurs qui ne réfléchissent que très peu, à qui on va donner des gadgets du style téléphone portable pour leur faire croire qu'ils ont une individualité, qu'ils ont même une pensée, qu'ils peuvent s'exprimer sur tel Twitter, ou tel réseau social, etc., sur lequel ils vont hurler, parce que l'imbécile hurle. C'est une règle, on voit ça en voiture tous les jours. Voilà. L'homme intelligent parle, l'imbécile hurle. Donc il hurle, y compris sur moi, éventuellement, mais alors, je veux dire, comme disait Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et tout cela, dites-vous, pour rentrer chez soi le soir et manger des nourritures molles. Voilà, et éventuellement contaminé à la listériose. Vous dites, Jean-Paul Brigelli, le système a produit ce projet parce qu'il lui était nécessaire adapter l'enseignement aux nécessités du marché et élaborer l'égalité. C'est quoi, selon vous, Jean-Paul Brigelli, le système? Alors, ce qu'on appelle globalement le néolibéralisme, c'est-à-dire le moment où ce n'est plus la production qui est intéressante, mais la production d'argent. C'est-à-dire le moment où l'argent fabrique de l'argent, d'où la désindustrialisation. C'est plus le travail qui compte, c'est le capital. C'est le capital. Le fait que le trader devient le héros contemporain. Qui n'a pas une Rolex avant 50 ans, comme disait l'autre, et n'a pas des traces de coke sur le nez, a forcément raté sa vie.
voyez, un truc assez drôle d'ailleurs, il y a encore une vingtaine d'années, les gosses voulaient devenir footballeurs. Il y avait eu Ronaldinho, etc. C'est quand vous étiez petit, ça. Actuellement, ils veulent devenir youtubeurs. C'est-à-dire, je vais mettre mon image devant la caméra et faire des grimaces jusqu'à ce que j'ai un nombre conséquent de likes. Il y a une nana qui vend l'eau de son bain en ce moment, sur Internet. Oui, non mais pourquoi pas. On peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Évidemment, c'est une génération qui va droit dans le précipice. Mais comme on la pousse vers le précipice, ça ne gêne personne. Vous écrivez, Jean-Paul Brigelli, que la médiocrité, au fond, a des avantages indéniables pour justement cet ultra-libéralisme européaniste, apatride. C'est quoi les avantages de cette médiocrité pour le système? Eh bien, personne ne lève un sourcil. Tout le monde trouve ça très bien tant qu'on peut consommer des nourritures molles ou des Rolex ou une ligne de coke de temps en temps. Tout va bien. Il est évident que ce qui fait le plus peur finalement à tous les gouvernements, ce sont les régimes, on ne va pas dire nationalistes, mais régimes clairement républicains. Au fond, les régimes illibéraux, comme on dit aujourd'hui. Illibéraux. Regardez Viktor Orban, il remporte les élections et l'Europe avait déjà pris des sanctions contre lui avant même que les élections soient finies. C'est-à-dire, si on ne vote pas bien, on est un très mauvais élève. En plus, quand même, ce garçon téléphone à Poutine, etc. C'est pas un type fréquentable. Vous résumez tout cela très bien. Je ne peux m'empêcher de citer cette phrase. La société libérale n'a pas besoin d'un peuple cultivé, mais de consommateurs semi-illettrés, susceptibles d'être déplacés comme des pions dans un système ubérisé des pieds à la tête, abrutis de télévision, manipulés à chaque élection pour la plus grande gloire d'une caste en auto-remplacement. Tout y est. Parce que, vous savez, l'école, autrefois, était une école qui n'hésitait pas à pratiquer ce qu'on appelle l'élitisme républicain, c'est-à-dire qu'on poussait chaque élève au plus haut de ses capacités et on gardait les meilleurs. Bon, on n'en est plus là. Maintenant, on a persuadé la caste au pouvoir, c'est plus une aristocratie, c'est une oligarchie, que ses enfants étaient ses héritiers légitimes. Donc, elle met ses enfants dans 2 ou 3 établissements sur Paris. Henri IV, Louis le Grand, Stan, l'école alsacienne. Et elle trouve naturel que ses enfants deviennent, alors l'école alsacienne, deviennent par exemple porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal, il en sort directement. C'est un héritier du système. Ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. Vous comprenez bien, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'enfants intelligents qui sont sacrifiés sur l'autel de la reproduction de caste, non pas de classe, mais de caste. On est, si vous voulez, en 1788. Vous savez, au moment où l'aristocratie fait virer Necker parce qu'il risque d'imposer des réformes qui pourraient lui faire mal. Eh bien, 3 ans plus tard, on lui a un peu fait mal à l'aristocratie. Mais heureusement, l'oligarchie actuelle a telle ou telle chaîne de télé, pas vous, mais les autres, la concurrence, ça suffit pour le moment, ça suffit pour stabiliser le système et continuer à consommer. Et on leur dit, vous savez quoi, vous allez consommer, mais ça va vous coûter plus cher, il y a une inflation qui arrive. Ah, c'est à cause de Poutine, l'inflation. C'est certainement pas parce que des gens veulent s'en mettre plein les poches. Mais comme ils sont incapables de savoir ce que ça veut dire, 7% d'augmentation, il faut bien comprendre un truc. Nous sommes nuls en maths, par exemple. Mais nuls à un point. Ça, c'est le classement de Teams. Bon, on est à des années-lumière, par exemple, de Singapour, de Shanghai, de la Russie, etc. Bon, ça a permis, en quelque sorte, de faire digérer le passage du franc à l'euro. Vous connaissez encore des gens qui calculent qu'un euro, c'est 6 francs 56. C'est-à-dire qu'une baguette vaut actuellement 8 francs. Quand est-ce que vous avez acheté une baguette 8 francs, il y a 20 ans de ça? Jamais. Ma mère s'amuse encore à le faire, mais elle me dit, mais on a tout perdu, quoi. Enfin... Oui, voilà, mais je salue votre maman, si vous voulez, mais parce qu'elle est la dernière génération qui a appris à faire du calcul mental. Actuellement, je le raconte dans mon livre, on n'apprend plus les 4 opérations de base au cours préparatoire, on les distille tout au long, et on apprend
péniblement, on commence à apprendre la division en CM1, CM2, et non plus en faisant une potence, vous savez, 8 divisé par 2, 4, voilà, mais en faisant des soustractions successives. On y est encore l'année prochaine. Vous dénoncez tous ces dysfonctionnements, Jean-Paul Brigelli, depuis, vous m'avez dit, une vingtaine d'années. Pourquoi le ministre de l'Éducation nationale actuel, Jean-Michel Blanquer, dont vous avez d'ailleurs une opinion assez positive, nuancée. Pourquoi n'a-t-il rien entendu ? Parce que il est dans une espèce de situation Jekyll et Hyde. D'un côté, par exemple, il dédouble les CP, c'est une bonne idée. Il impose sur Paris une méthode alphasyllabique qui fait immédiatement hurler le syndicat des professeurs des écoles, le SNUIPP, qui parle de caporalisme, etc. Ils veulent continuer à enseigner selon des méthodes létales. Bon, très bien. Et d'un autre côté, il n'a pas touché au collège, qui était de loin le maillon faible. Le collège qui avait été l'objet de tous les soins de Vallaud-Belkacem, qui avait fait un collège selon son niveau mental, c'est-à-dire le plus bas possible. Il a touché au lycée, ce qui n'était pas forcément une bonne idée, parce que ce qu'il fallait faire, de toute évidence, j'en parle largement dans mon livre, c'était transformer le bac en certificat de fin d'études et laisser le supérieur s'occuper du destin des postulants. C'est déjà le cas, je vous rappelle, dans 40% des formations, vous êtes choisi dans le supérieur au mois de mai, c'est-à-dire bien avant l'obtention du bac. À quoi ça sert de claquer 900 millions d'euros par an pour avoir un diplôme que vous obtenez à 98,5%. On dirait une élection soviétique. Vous voyez, même Poutine, il n'a pas des scores pareils. Bon, 98,5%. Alors, je le dis très clairement, on ne reviendra pas en arrière. Les gens qui disent il faut réinstaurer la blouse grise, réinstaurer le bac, etc., c'est du pipeau, ils vous mentent, parce que personne n'acceptera les scores qu'il y avait il y a une quarantaine d'années, c'est-à-dire 60% de réussite au bac, 40% d'échecs, de redoublants, sur 25% d'une classe d'âge. Actuellement, on a 98,5% sur 85% d'une classe d'âge. Alors, soyez contents, mesdames et messieurs, parents, grands-parents, vos enfants et petits-enfants ont le bac. C'est un chiffon et ils vont se retrouver à un moment ou à un autre contre le mur de la réalité qu'on appelle les études supérieures. Ces 10 dernières années, Jean-Paul Brigelli, vous aviez des étudiants musulmans à 99%. Dans l'une de mes classes à Marseille, oui. À Marseille, c'est pas très dur d'avoir des étudiants musulmans, vous savez. Ouais. Vous dites ceci à leur propos, ce que je visais était l'intégration et l'assimilation. C'est quoi pour vous l'assimilation? Ça veut dire quoi? C'est le moment où vous êtes totalement partie prenante du pays et de la civilisation dans laquelle vous vivez. Donc ça veut dire qu'un musulman devrait se convertir au catholicisme? Non, je rappelle que... Si on considère que la France est chrétienne et a des racines chrétiennes. Soyons sérieux. La France, depuis la loi de 1905... J'ai un révolutionnaire avec moi. est un régime laïque. Bon, je dis simplement... Enfin, tous les siècles précédents qui ont fait la grandeur de la France... Mais il y a eu des choses au XXe siècle qui ont également fait la grandeur de la France. Ah bon? Je dis simplement que les questions religieuses, comme les questions sexuelles, sont des questions intimes. D'accord. Voilà. On le fait chez soi. Si chez soi, on a envie d'adorer Dieu, Mohamed, Satan, la patte de lapin ou la passoire, ouais, vous savez, on peut. Ça existe, le culte de la passoire. Vous savez, c'est le nihilisme, non? Non, pas du tout. Alors j'ai oublié le nom. Il révère, soi-disant, parce que c'est un truc très très drôle. Il révère une planète qui est composée de spaghettis avec des boulettes. D'accord. Voilà. Okay, et le symbole, c'est la passoire pour passer les spaghettis. Voilà. Mais pourquoi pas? Ouais. Mais ça au moins c'est drôle. Bon, très bien. Et ce que j'apprenais à mes élèves, qui d'ailleurs, je dois dire, le recevaient très bien, parce que leur rêve à chacun, c'était de se barrer. De chez eux, de se barrer de chez eux. De se barrer du quartier. Voilà, réussir des concours, on les préparait surtout aux Sciences Po provinciales, qui les amèneraient loin de papa, maman, loin du quartier, loin des grands frères, etc., et qui leur permettraient de vivre comme ils l'entendaient. Ce que j'entends par assimilation, c'est le moment où vous pouvez enfin vivre
comme vous l'entendez, en tant que Français de façon globale, et sans vous définir en fonction d'une communauté qui vous impose tel ou tel type de comportement, tel ou tel interdit alimentaire. Oui, mais Jean-Paul Brigelli, on voit aujourd'hui que l'État a renoncé à l'assimilation pour le multiculturalisme. Donc, au fond, l'État, il renvoie ces individus à leur propre communauté. Oui, de la même manière que l'État a échafaudé des écoles et des collèges à l'intérieur des ghettos. Ce que je propose, par exemple, c'est de les raser, de les reconstruire loin, de faire du buzzing, comme on dit aux États-Unis, de les envoyer loin du quartier. D'où même l'idée de multiplier ce qu'on appelle déjà les internats d'excellence, en essayant de... Ce qui est excellent, c'est pas les élèves qui y sont, mais la façon dont on les traite, en essayant de les sortir des préjugés, des idées reçues, des poncifs, des croyances absurdes, etc. Et leur expliquer que la Terre est ronde. La façon dont on les traite, vous dites l'État les a pris pour des crétins, ces jeunes de banlieue, individuellement et collectivement, les enserrant dans des ghettos, leur faisant croire que l'orthographe était un rite bourgeois. Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui à ces jeunes de banlieue ? Je leur dirais ce que le Parti communiste disait aux ouvriers dans les années 60. Venez au cours du soir et apprenez la culture bourgeoise. Parce que, on va faire un peu de marxisme historique, il n'y a pas d'autre culture que celui de la classe au pouvoir, qui en ce moment s'avère être la bourgeoisie. La grande culture bourgeoise, c'est la langue française, telle qu'elle a été élaborée à partir du XVIIe siècle. Ce sont les concepts bourgeois. Je prends un exemple. Sous la monarchie. Comment est-ce que, entre autres, comment est-ce que le système se perpétue, bien, par exemple, en supprimant l'épreuve de culture générale à l'écrit de Sciences Po ou de l'ENA, et en disant, mais on va le faire à l'oral, on appréciera mieux la qualité des gens. C'est du pipeau. À la première phrase, on sait exactement d'où ils viennent, on leur sourit, on leur frappe dans le dos et on les vire. Voilà. Ils n'ont plus aucune chance, ou alors juste de façon symbolique, ils n'ont plus aucune chance d'arriver où que ce soit par leur qualité propre. En fait, très franchement, il ne leur reste pratiquement que la violence. Et on y va. C'est peut-être que ce que l'État attend d'eux d'ailleurs. Vous n'attendez aujourd'hui plus rien. Vous êtes un petit peu désespéré en matière d'éducation, Jean-Paul Brigelli. Vous dites qu'il faudrait un changement total de paradigme. Si on arrivait à un changement de paradigme, il faudrait faire quoi ? Alors, oui, un peu désespéré parce que, vous connaissez l'histoire de Cassandre. Cassandre disait la vérité, mais elle avait une malédiction qui faisait que personne ne la croyait. Elle a dit aux Troyens, il ne faut pas faire entrer le cheval dans la ville. Ils ont fait entrer le cheval dans la ville, on sait ce que ça a donné. Bien, j'ai fait la même chose et j'ai été traité de la même façon parce que je dis la vérité. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Vieille chanson de Guy Béard, etc. Ce qu'il faut faire, c'est, par exemple, en finir avec une fonction publique qui protège les imbéciles. Il y a plein de profs qui font très bien leur boulot, entendons-nous bien. Il y en a un certain nombre qui salopent le métier. Bon, pourquoi on les garde ? Oui. Ou alors, si, allez... Mon passé fait que j'aurais tendance à leur faire un stage dans les rizières de Camargue. Vous voyez, très franchement. Pourquoi est-ce qu'on garde un certain nombre d'inspecteurs qui continuent à imposer des pratiques qui sont létales, véritablement? Faites des groupes, faites des îlots, laissez les élèves réfléchir sur les textes. Mais vous les mettriez 10 000 ans à réfléchir sur un texte de Pascal ou de Paul Valéry, et 10 000 ans plus tard, ils auraient toujours rien trouvé. Vous voyez, s'il y a un maître, c'est que le maître en sait un petit peu plus que l'élève. Ah oui, mais ça, il ne faut pas le dire, etc. Vous allez choquer, c'est on risque d'offenser l'élève. Bah oui. Voilà. Mais le fait est que l'imbécile, le crétin s'offense très bien. Ouais. Il est sujet aux micro-agressions de façon permanente. On va lui trouver des safe space, comme aux États-Unis, pour qu'il puisse se réfugier à chaque fois qu'un prof lui dira un truc intelligent. Alors, aménager très sérieusement la fonction publique, donner peut-être beaucoup plus de pouvoir aux établissements eux-mêmes, régionaliser les concours de façon à permettre aux gens d'y aller parce que décentralisation totale. Ils ne seront pas envoyés à Pétaouchnok pendant 15 ans. Oui, une certaine décentralisation. Alors bien entendu, il y a des risques. Il y a des risques que des
crétins en chef prennent ça sous leur coupe dans telle ou telle région, etc. Mais j'ai vu par exemple ce que peut donner un bon chef d'établissement. Il y a des établissements qui ont de bons chefs d'établissement et qui fonctionnent très très bien. Ça ne demande pas, je cherche pas à peupler les lycées de super élèves, etc. Ce que je dis, c'est que, amis enseignants, je sors du métier. Quel que soit l'élève, on peut le monter au plus haut de ses capacités. Et au plus haut de ses capacités, c'est quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, permettra justement l'intégration dans la nation. Vous dites plus d'heures de cours pour ceux ne maîtrisant pas la langue, quitte à les élever dans des internats. Oui. Dernière question pour rigoler. McKinsey qui a pris au gouvernement 1,5 million d'euros pour une évaluation de l'évolution du métier d'enseignant. Ça vous fait rire ou ça vous fait pleurer ? Non, je trouve ça grotesque. Après, les gens n'ont qu'à chercher qui dirige McKinsey, etc. Est-ce que McKinsey a payé des impôts en France et puis en tirer des conclusions électorales. Mais ils le feront pas. Ils savent pas comment ça s'écrit, McKinsey. Jean-Paul Briguelli, votre ouvrage, dont le tome 1 a déjà été vendu à 150 000 exemplaires, le voici, La fabrique du crétin, vers l'apocalypse scolaire, que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle. Merci Jean-Paul Briguelli. Merci à vous.